Imagine un homme seul dans un wagon de nuit, le 20 juillet 1914. La lampe vacille, la vitre tremble, les roues martèlent les rails comme un compte à rebours. Dans sa poche, une montre à gousset tic, implacable. Il lui reste moins de 72 heures pour convaincre un empereur, sauver une alliance, ou précipiter l'Europe entière dans la guerre. Cet homme s'appelle Raymond Poincaré. Dans quelques jours, son nom sera murmuré dans les chancelleries, maudit dans les tranchées, gravé dans l'histoire. Mais avant d'être le président de la République, qui tient le destin de millions d'hommes entre ses doigts, il a été un enfant silencieux, d'une petite ville de l'Est, un adolescent dévoré par l'angoisse de l'échec, un jeune avocat qui déteste prendre la parole, et qui va pourtant devoir affronter, très tôt, un adversaire bien plus puissant que lui. Avec une horloge qui, déjà, ne cesse de tourner, pour comprendre comment ce garçon de Bar-le-Duc devient, un jour, le visage d'une France aux portes de l'abîme, il faut rembobiner la bande, revenir dans une maison de province, à l'aube d'un monde qui va exploser. Le 20 août 1860, à Bar-le-Duc, la chaleur écrase les toits d'ardoise et les pavés de la vieille ville haute. Dans une maison bourgeoise aux volets tirés, les odeurs mêlées de savon, d'éther et de sueur montent jusque dans l'escalier. Une femme vient d'accoucher. Dans ses bras, un nouveau-né minuscule, presque translucide, on le baptisera Raymond. Son père, Nicolas-Antoine Poincaré, est ingénieur des ponts et chaussées. C'est un homme droit, méthodique, qui pense en plans, en courbes et en calculs. Sa mère, Marie-Esther, apporte dans la maison une douceur plus discrète. Un piano, des partitions, des livres. Entre ces deux pôles, la rigueur du père et la sensibilité de la mère, le jeune Raymond va apprendre à respirer. Bar-le-Duc est une petite ville élégante, mais excentrée, perdue dans les collines verdoyantes de la Meuse. Pour un enfant, c'est un monde à la fois rassurant et étroit. Les rues ont une odeur de pierre humide et de bois. Les cloches rythment les journées, les mêmes visages reviennent d'une année sur l'autre. Et pourtant, à quelques centaines de kilomètres de là, une menace silencieuse se rapproche. Raymond a 10 ans quand, en 1870, tout bascule. L'année commence comme les autres. Les promenades sur les bords de l'Ornain, les leçons au collège, les repas de famille. Puis soudain, les rumeurs. Des mots qu'il ne comprend pas encore. Mobilisation, frontières, prussien. Et un matin, dans la petite ville sage, le fracas des bottes. La guerre franco-prussienne éclate. Bar-le-Duc devient un couloir de passage. Sur les routes, des colonnes de soldats épuisés, des chariots d'artillerie, des blessés qu'on transporte à la hâte. Dans les gares, des trains arrivent de Verdun, saturés d'hommes en sang, de pansements sales, de visages hagards. On dit aux enfants de rester à la maison, mais Raymond aperçoit, par une porte entr'ouverte, un brancard qu'on décharge, un visage, cireux, les yeux ouverts vers le plafond, immobile. La mort, pour la première fois, entre dans son regard. Quelques mois plus tard, la France est vaincue. L'Empire s'effondre. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont arrachées au pays. Dans les cafés, les hommes se taisent brusquement quand il entre. Dans les salons, les adultes parlent plus bas, mais il surprend des mots. Humiliation, revanche, honneur perdu. Pour ce garçon de 10 ans, une cicatrice se creuse, invisible mais profonde, celle d'une province frontalière qui sait qu'un jour, peut-être, il faudra réparer l'affront. Dans la maison des Poincaré, on ne crie pas, on ne s'effondre pas, on travaille. Le père part tôt, revient tard, les mains encore tachées d'encre et de poussière. Raymond, lui, découvre une autre forme de refuge, les livres. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, histoire, philosophie, littérature, journaux, traités de droit. Il lit vite, il lit bien, il retient tout. Un soir, son père le regarde, penché sur un volume presque plus grand que lui, et lâche, à mi-voix, « Ce garçon-là ira loin, s'il ne se perd pas en route. Mais pour partir, il faut d'abord quitter Bar-le-Duc. » Et c'est là que le premier compte à rebours commence. À 15 ans, Raymond est un élève brillant. Trop brillant pour rester enfermé dans un collège de province, ses professeurs le savent, ses parents le savent, lui le sait aussi. La famille décide de l'envoyer à Paris pour suivre ses études, une décision risquée, coûteuse, presque audacieuse pour un foyer de province. Il n'y aura pas de seconde chance. S'il échoue, il reviendra avec, sur les épaules, le poids du sacrifice inutile. Le jour du départ, à la gare, les wagons soufflent des volutes de vapeur blanche. Sa mère retient encore sa main une seconde de trop.
Son père, plus raide que d'habitude, fixe un point au loin pour ne pas montrer ses yeux brillants. Raymond monte dans le train avec une valise trop lourde et, dans la poche, quelques billets soigneusement pliés. Le train s'ébranle. Les collines de la Meuse s'éloignent. Le jeune Poincaré regarde par la fenêtre et se promet une chose simple, presque naïve. Il ne reviendra pas bredouille. Paris le frappe comme une gifle. Le bruit des fiacres, les cris des marchands, les façades monumentales, les foules anonymes. Lui qui connaissait chaque visage de Bar-le-Duc découvre une ville où il n'est plus personne. Juste un étudiant de plus, un provincial, avec son accent, ses habitudes, sa timidité. Au lycée, il mesure immédiatement l'ampleur du défi. Les bancs sont remplis de files de notables, d'héritiers de grandes familles, d'esprits déjà redoutables. Parmi eux, un garçon un peu plus mince, au visage fin, aux yeux profonds, qui captive immédiatement l'attention. Il s'appelle Henri Bergson. Il parle peu, mais quand un professeur l'interroge, ses réponses sont lumineuses. On chuchote qu'il sera un grand philosophe. Pour la première fois, Raymond sent un rival se dresser devant lui. Pas un ennemi, pas encore, mais un adversaire silencieux, le talent des autres. L'évidence désarmante de ceux qui semblent briller sans effort, lui, le travailleur acharné, découvre qu'il peut être surclassé. Cette découverte l'obsède. Il note les interventions de Bergson, observe la façon dont il construit ses phrases, comment il capte l'attention, et le soir, dans sa chambre glaciale, il recommence les cours, ligne par ligne, comme pour rattraper un retard imaginaire. La pression est maximale. Sa famille n'a pas les moyens de financer indéfiniment ses études à Paris. Il doit obtenir son baccalauréat rapidement, puis avancer, vite, vers un métier. Le temps déjà est compté, un échec à un examen, c'est une année de plus à entretenir le fils loin de la maison. Une année de trop, Raymond travaille jusqu'à l'épuisement. Il mémorise des pages entières, reconstitue de mémoire des démonstrations, s'exerce à traduire, à commenter, à analyser. Les autres étudiants sortent, fréquentent les cafés, les théâtres. Lui compte les heures comme un prisonnier compte les barreaux. Le jour du baccalauréat arrive avec son cortège de sueur froide. Dans la salle d'examen, les plumes crissent. Les surveillants marchent sur les dalles en faisant grincer leurs chaussures. Raymond trempe la sienne dans l'encrier, son cœur bat si fort qu'il a l'impression que tout le monde l'entend. Quand le sujet tombe, un instant de panique, quelques secondes de vide, un trou noir, et puis, peu à peu, les phrases se forment, la mécanique se remet en route. À la fin de l'épreuve, il rend sa copie parmi les premiers. Lorsqu'il apprend qu'il est reçu, et brillamment, il ne célèbre pas. Il respire. Une échéance est franchie, le compte à rebours peut recommencer, à un niveau supérieur. Car il ne s'agit plus seulement d'obtenir des diplômes, il faut désormais choisir une voie. Médecine, lettres, polytechnique, comme certains de ses camarades, Raymond opte pour le droit. Ce choix, à l'époque, ressemble à une évidence. Le droit mène à tout. Avocat, fonctionnaire, conseiller d'État, député, ministre, on ne sait pas encore où il s'arrêtera. Mais lui, au fond, commence à deviner une chose. Les lois, les textes, les règles qui encadrent la vie collective, c'est là que se niche le vrai pouvoir. À la faculté de droit de Paris, il se révèle encore plus impressionnant, toujours le même mélange, une mémoire implacable, une capacité à analyser froidement, et cette réserve, presque glacée, qui déroute. Ses camarades plus expansifs, on le trouve intelligent, brillant même, mais un peu austère. Dans les couloirs, certains se demandent comment un esprit si sec pourra un jour enflammer une salle. On ne fait pas de politique sans chaleur, répète-t-on. Raymond, lui, écoute, en silence, et emmagasine ses jugements comme des dettes futures à solder. À 20 ans à peine, il devient avocat au barreau de Paris. C'est un double choc. D'abord, la réalité matérielle, les dossiers, la paperasse, les clients qui n'en ont pas toujours les moyens, les confrères déjà, installés qui le regardent de haut. Ensuite, la réalité humaine. Il faut parler, se lever, affronter un tribunal, improviser, répondre, se battre. Or, il déteste ça. On imagine souvent les futurs grands hommes politiques comme des orateurs nés, capables, dès 20 ans, de captiver les foules. Poincaré est l'inverse. Sa voix est un peu sèche, son débit saccadé, son visage fermé. Il n'a ni la fougue, ni la séduction, ni l'emphase. Son arme, c'est la précision. Une phrase, chez lui, tombe comme un arrêt de cour d'appel. Net, implacable, sans fioriture.
Mais à cet âge-là, personne ne remarque ce talent discret. Dans les salles d'audience, il affronte un premier type d'adversaire, les ténors du barreau, ces avocats plus âgés, sur deux, qui jouent avec les émotions du public. Eux sont acclamés, il est toléré. Un jour, après une plaidoirie terne, un confrère lui glisse, à moitié moqueur, « Vous savez, maître Poincaré, pour convaincre, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut aussi qu'on ait envie de vous croire. » Cette phrase le pique au vif. Elle restera plantée en lui comme une écharde. Pourtant, malgré ses débuts sans éclat, il progresse. Il collabore à des revues juridiques, signe des articles respectés, se forge une réputation de technicien redoutable. Certains magistrats commencent à noter ce jeune avocat qui ne rate jamais une nuance de texte. À côté du barreau, il découvre un autre univers, celui des journaux, des débats parlementaires, des coulisses du pouvoir. Le soir, après les audiences, il monte parfois les marches du Palais Bourbon. Il s'installe dans les tribunes et écoute. En bas, sur les bancs de la Chambre des députés, des hommes s'invectivent, s'applaudissent, s'insultent parfois. Là, un tribun flamboyant, moustache broussailleuse, gestes amples, tourne la République en dérision et fait rire la salle. Plus loin, un orateur républicain vibre, la voix cassée d'émotion, en appelant à la justice sociale. Raymond scrute ses visages, ses postures, ses stratégies. Il voit aussi un autre homme, fameux, redouté, qu'on surnomme déjà le Tigre, Georges Clemenceau. Sa verve mordante, ses formules assassines, sa capacité à détruire un adversaire en quelques phrases nettes le fascinent autant qu'elle l'inquiète. Sans le savoir, Poincaré vient de croiser la silhouette de celui qui deviendra, des années plus tard, son rival le plus redoutable. À ce stade, pourtant, rien ne le destine clairement à monter sur ces bancs verts. Il pourrait rester cet avocat respecté, ce technicien du droit, cet intellectuel discret. Mais un événement va tout faire basculer. Un événement local, presque banal en apparence, qui va l'arracher à sa carrière tranquille et le projeter, de force, sur la scène politique. Nous sommes en 1886. Dans la Meuse, la situation est tendue. Le pays est encore secoué par les crises politiques qui ont suivi la chute de l'Empire. Monarchistes, bonapartistes, républicains, opportunistes, radicaux s'affrontent dans les urnes et dans la presse. À Bar-le-Duc, un député républicain modéré, usé par les années, malade, ne parvient plus à incarner l'avenir. Les élections législatives approchent, les partis s'agitent, cherchent des candidats neufs, crédibles, sans scandale. Un nom commence à circuler. Celui d'un jeune avocat du cru, brillant, respecté, qui a gardé ses attaches locales tout en connaissant les arcanes parisiennes. Raymond Poincaré. Au départ, il refuse, il se juge trop jeune, trop peu à l'aise en public, trop absorbé par sa carrière juridique, mais les pressions se multiplient. Les notables locaux insistent, des lettres arrivent à son étude. Il faut quelqu'un comme vous, sérieux, compétent, incorruptible, lui écrit un ancien professeur, vous n'avez pas le droit de refuser. Et puis, il y a cette phrase, prononcée par son père, un soir, à voix basse, « Si tu veux changer quelque chose à ce qu'on a vécu ». En 70, ce n'est pas dans les bibliothèques que ça se passera. C'est là-bas, à Paris, dans cette chambre que tu regardes de tes tribunes. La décision bascule, mais en face, un adversaire se dresse déjà. Un homme d'une quarantaine d'années, médecin populaire, républicain radical, tribun habile, qui a l'habitude des réunions publiques enflammées, dans les cafés, on parie sur lui. Le petit avocat sec, là, il va se faire écraser? La bataille électorale prend des allures de duel. D'un côté, la verve, le sourire, les plaisanteries, les attaques personnelles. De l'autre, la froideur, les chiffres, les raisonnements serrés. Deux styles, deux mondes. Et à nouveau, un compte à rebours, quelques semaines seulement pour convaincre un électorat qui ne le connaît pas, pour transformer un inconnu timide en candidat crédible. La campagne est brutale. Chaque soir, des réunions dans des salles communales surchauffées, dans des granges, parfois en plein air. Des hommes entassés, des femmes reléguées au fond, des bougies qui fument, des voix qui s'élèvent, des insultes parfois. Le médecin radical harangue, promet, dénonce, ces techniciens froids de Paris qui ne connaissent rien à la vraie vie. Quand vient le tour de Poincaré, la salle se calme, dubitative. Il monte sur l'estrade, tire nerveusement ses manchettes, regarde une seconde la foule. Il sait que tout peut se jouer là. S'il rate ce discours, si sa voix tremble, si ses phrases se brisent, c'est fini.
On se souviendra de lui comme d'un jeune présomptueux écrasé par plus fort que lui. Ce soir-là, quelque chose se produit. Peut-être la fatigue, peut-être la colère, peut-être les humiliations accumulées. Au moment de parler, il ne cherche plus à imiter les autres. Il ne force pas sa voix, n'essaie pas les grandes envolées. Il se contente de faire ce qu'il sait faire, démonter, pièce par pièce, les arguments de l'adversaire. Calmement, presque froidement, il met des chiffres derrière chaque promesse, des faits derrière chaque slogan. Il raconte aussi, d'une voix un peu plus sourde, les soldats croisés en 1870, les trains de blessés, la honte d'une province blessée. La salle, peu à peu, se tait. Ces hommes venus pour entendre des bons mots découvrent une autre forme d'autorité, celle de quelqu'un qui sait de quoi il parle. À la fin, il n'y a pas de tonnerre d'applaudissements. Juste ces murmures au fond de la salle. Il est sec, mais il est sérieux. On peut lui faire confiance. Dans cette France rurale de la fin du XIXe siècle, ce genre de phrase vaut de l'or. Le jour du vote, l'angoisse est à son comble. Les bulletins s'empilent, les scrutateurs comptent, recomptent. Poincaré fait les 100 pas dans une petite pièce attenante à la mairie. Les mains jointes derrière le dos, il revoit chaque réunion, chaque phrase, chaque hésitation. Et si tout cela n'avait servi à rien, s'il avait trahi la confiance des siens? En fin d'après-midi, la nouvelle tombe. Il est élu, de justesse mais élu. À 27 ans seulement, Raymond Poincaré devient député de la Meuse. Le provincial timide qui observait, du haut des tribunes, les grands orateurs de la Chambre, va désormais s'asseoir parmi eux. Le soir même, il monte les marches du Palais Bourbon non plus comme spectateur, mais comme acteur. Les couloirs lui semblent tout à coup plus étroits, les plafonds plus bas, les regards plus lourds. Il sait qu'il n'est pas attendu, qu'il n'est qu'un petit jeune parmi des monstres sacrés. Au fond de l'hémicycle, il aperçoit, une fois encore, la silhouette de Clémenceau. Le tigre discute, rit, aiguise déjà ses formules pour la prochaine bataille parlementaire. Poincaré comprend, à cet instant, que sa vie vient de changer de dimension. Il ne le sait pas encore, mais le duel silencieux entre ces deux hommes vient de commencer. Et le temps, une fois de plus, se met à courir. Ce soir-là, dans l'hémicycle écrasé de lumière, personne ne se retourne vraiment quand le nouveau député de la Meuse prend place sur un banc du fond. Il voit un jeune homme sec, sérieux, à la moustache encore trop sage. Ce qu'il ne voit pas, c'est que, dans moins de 25 ans, ce même homme gouvernera la France depuis le palais de l'Élysée, face à une Allemagne déchaînée, avec pour seul allié le temps qui lui échappe. En contrebas, Georges Clémenceau rit. Une main dans la poche, l'autre agitant une feuille de papier comme un fouet, chaque phrase qu'il lance claque comme un coup de revolver. Les bancs s'agitent, les rires fusent. Le tigre règne sur la chambre, prédateur sûr de lui. Raymond Poincaré, lui, ne rit pas. Il observe. Il mesure chaque intonation, chaque effet de manche. Son instinct lui dit une chose simple. Si un jour il veut peser ici, il devra affronter des hommes comme ça. Et il n'a ni leur verve, ni leur charisme. Seulement un cerveau qui tourne trop vite et une mémoire qui avale tout. Les premiers mois à la Chambre sont un bain glacé. Les anciens méprisent ce provincial qu'ils jugent trop sérieux. On le traite d'esprit sec, de petit juriste froid. Quand il demande la parole, parfois le brouhaha continue, les conversations ne se taisent pas tout de suite. Son baptême du feu, c'est son premier grand discours. Le sujet, le budget, ce monstre de chiffres que tout le monde redoute et dont, lui, fait son terrain de jeu. Ce soir-là, l'hémicycle est plein, mais distrait. Un débat financier de plus, pensent les députés, l'esprit déjà tourné vers le dîner. Poincaré se lève, les conversations continuent. Il attend quelques secondes, le silence ne vient pas. Alors il commence, d'une voix ferme, presque sèche. « Messieurs, si nous continuons ainsi, ce ne sera pas le dîner qui manquera. Ce sera l'argent pour payer l'armée. » La phrase tranchante tombe. Quelques têtes se tournent. Il enchaîne. Il déroule les colonnes de chiffres de mémoire, compare les dépenses, pointe les incohérences, démonte ligne après ligne les illusions de ses adversaires. Pas un éclat de voix, pas une envolée lyrique, juste une mécanique froide, implacable. Peu à peu, les murmures cessent. On se penche vers ses voisins. C'est qui déjà celui-là? Poincaré, un jeune de la Meuse. Il connaît ses dossiers? En moins d'une heure, le petit provincial vient de marquer son territoire. Là où Clémenceau domine par la phrase assassine,
Poincaré commence à imposer sa tyrannie des chiffres. Dans les couloirs, les regards changent. On vient le voir pour des éclaircissements sur un article de loi, un alinéa obscur. Les chefs de groupe se disent qu'un tel cerveau pourrait être utile au gouvernement. La République a besoin d'hommes qui savent tenir un budget. Et le temps, encore une fois, joue pour lui. En ce début des années 1890, les ministères tombent les uns après les autres. Les crises s'enchaînent. Les cabinets durent parfois quelques mois à peine. Chaque chute ouvre une brèche. En janvier 1893, une brève note court dans les couloirs. Le président du Conseil invite un certain Poincaré à entrer dans le gouvernement. Comme ministre de l'Instruction publique, 28 ans. À cet âge, d'autres font encore la queue au barreau ou mendientent une investiture. Lui, on lui tend un portefeuille ministériel, il hésite un instant, puis accepte. Premier choc, le ministère. Ces couloirs sombres, ces piles de dossiers, ces directeurs d'administration qui, derrière leur sourire, testent ce jeune ministre qu'il pourrait balayer d'un haussement d'épaule. Deuxième choc, le temps. On lui dit clairement « Vous n'avez pas des années, vous avez au mieux quelques mois avant la prochaine crise. Si vous voulez laisser une trace, c'est tout de suite. » Poincaré se jette dans le travail avec la frénésie d'un homme traqué. Il arrive au ministère à l'aube, repart tard dans la nuit. Il lit tout, signe tout, corrige tout. Il veut moderniser l'enseignement, améliorer la formation des instituteurs, renforcer cette école qui, depuis la défaite de 1870, est appelée à fabriquer des citoyens et des soldats. Dans son bureau, tard le soir, il imagine ses salles de classe où, un jour peut-être, des garçons apprendront la géographie de l'Alsace, perdus en serrant les poings. Mais déjà, la marée bouge. Les intrigues parlementaires, les scandales financiers fragilisent le gouvernement. À peine un an plus tard, le cabinet tombe. Et avec lui, le ministre Poincaré, renvoyé sur les bancs de la Chambre, il vient de découvrir une loi brutale. Au sommet de l'État, tout va plus vite. Trop vite. Il faudra apprendre à courir plus vite que les autres ou être balayé. Ce passage éclair par le pouvoir ne le décourage pas. Au contraire, il aiguise son appétit, on lui confie bientôt un portefeuille plus explosif encore, les finances. Là, il se révèle impitoyable, il taille dans les dépenses, traque les gaspillages, tente de restaurer la confiance dans une république secouée par les affaires. Mais pendant qu'il additionne les colonnes de chiffres, une autre tempête éclate, bien plus dévastatrice que n'importe quel déficit, l'affaire Dreyfus. 1884, 1892, 1894. Les années passent, les ministères tombent, et soudain, un nom traverse les murs de tous les salons de Paris. Alfred Dreyfus. Un capitaine accusé de trahison, condamné, déporté sur l'île du Diable. Un pays coupé en deux. Dans la presse, des unes hurlent « Traître !» Dans d'autres, on murmure « Erreur judiciaire !» À la Chambre, les couloirs sont saturés de murmures. Des députés s'évitent, des amitiés se brisent, la République vacille sur une question simple et terrible. Un homme innocent va-t-il mourir seul, rongé par les fièvres tropicales? Parce que l'armée refuse de reconnaître une erreur? Clémenceau, lui, choisit son camp sans équivoque. Il écrit, il tonne, il publie, il soutient Émile Zola quand celui-ci lance son « J'accuse ». Sa voix, déjà puissante, devient un rugissement. Il sacrifie sa carrière parlementaire, temporairement, sur l'autel de la justice. Et Poincaré? Pour la première fois, l'homme des certitudes bascule dans le doute. Il est juriste, légaliste jusqu'au bout des ongles. Il respecte les institutions, les procédures. Il se refuse à hurler avec la meute. Il ne veut ni crier « coupable » ni scander « innocent » sur un coin de table. Il attend les pièces, les rapports, les commissions. Aux yeux des uns, c'est de la prudence. Aux yeux des autres, c'est de la lâcheté. Dans l'hémicycle, un débat tourne à l'affrontement direct entre le tigre et le juriste. Clémenceau, le visage dur, pointe un doigt accusateur vers les bancs des modérés. Vous prétendez aimer la justice, mais vous avez peur de regarder un dossier en face, peur d'affronter l'armée, peur d'affronter l'opinion. Poincaré se lève, pâle, mais la voix stable. La justice ne se rend pas à coups de cris dans les journaux. Elle se rend dans le respect du droit, où elle n'est plus la justice. Cette scène résume tout. Deux conceptions du courage se télescopent, le tigre prêt à tout brûler pour sauver un homme. Poincaré refusant de sacrifier la structure de l'État, même pour une cause juste.
Plus tard, il admettra qu'il a manqué d'élan, qu'il aurait peut-être dû se montrer plus ferme dans la défense de la vérité. Mais sur le moment, il assume sa ligne, ne jamais lâcher la raison. L'opinion, elle, ne lui pardonne pas vraiment. Dans la mémoire collective, c'est Clémenceau qui sortira grandi, auréolé du rôle de justicier. Poincaré, lui, reste cet homme de l'ombre, respecté mais sans éclat moral. Son ascension politique en porte la marque. On l'estime, on s'appuie sur lui, mais on ne le porte pas encore aux plus hautes fonctions. Et pourtant, dans la coulisse, il construit patiemment sa base. Il ne brûle pas, il tisse. En 1903, il quitte la Chambre des députés pour le Sénat. Certains y voient un retrait, presque une semi-retraite à 43 ans. Il se trompe. Le Sénat, pour Poincaré, c'est un poste d'observation idéal, moins exposé que la Chambre, mais central dans le fonctionnement de la République. Cette assemblée de notables, plus âgés, plus prudents, devient son terrain privilégié. C'est là qu'il va se forger un réseau solide, discret, d'hommes qui comptent. À Paris, en ces années 1900, un autre nom commence à monter dans le ciel politique, Joseph Caillaux. Tout oppose Caillaux à Poincaré. L'un est souple, charmeur, joueur, l'autre est rigide, austère, calculateur. Caillaux sourit, séduit, promet. Poincaré tranche, calcule, prévient. Mais ils ont un point commun, le génie des chiffres. Deux esprits de finance, deux cerveaux capables de jongler avec des millions comme d'autres, avec des mots croisés, deux prétendants au même trône, celui de l'influence suprême sur la politique française. Caillaux se fait le champion d'une France moderne, fiscale, tournée vers l'impôt sur le revenu et la paix à tout prix. Il pense qu'on peut s'entendre avec l'Allemagne, négocier, arrondir les angles. Poincaré, lui, garde dans un coin de sa mémoire les trains de blessés de 1870 et les cartes amputées de l'Alsace-Lorraine. Il voit l'Allemagne s'armer, son industrie exploser, ses ambitions coloniales défier celles de la France. Pour lui, la prochaine épreuve est une question de temps, pas d'hypothèse. En 1911, la crise d'Agadir éclate comme un coup de tonnerre. Un navire de guerre allemand, la Panther, se présente devant le port marocain d'Agadir. Le geste est clair. Berlin teste les nerfs français, cherche à faire plier Paris sur la question du Maroc. Dans les cafés parisiens, on chuchote le mot « guerre » avec un frisson. Au gouvernement, Joseph Caillaux, alors président du Conseil, négocie. Il temporise, cherche un arrangement. Certains le jugent habile. D'autres parlent de faiblesse. Des journaux l'accusent de vouloir courber l'échine devant l'Allemagne. Poincaré observe, incrédule. À ses yeux, chaque concession faite maintenant sera payée au centuple plus tard. Sur les champs de bataille, il publie, il intervient au Sénat, il réclame une ligne plus ferme, un renforcement de l'armée, la solidification de l'alliance russe. Dans les colonnes des journaux, le duel se précise. Ce n'est plus seulement Caillaux contre les conservateurs. C'est Caillaux contre Poincaré, deux France face à face. L'une croit encore à la négociation illimitée, l'autre se prépare à l'inévitable choc. Sous la pression, Caillaux finit par tomber. Le gouvernement chute. Dans la coulisse, les regards se tournent vers un homme dont on dit qu'il est sérieux, travailleur, patriote, mais pas encore compromis par les grands scandales. Poincaré, en janvier 1912, il est appelé à former le gouvernement. À 51 ans, il devient président du Conseil, tout en se réservant le ministère des Affaires étrangères. Dès le premier jour, le sablier se renverse, car Poincaré sait qu'il n'a pas des années devant lui. Une autre échéance approche, l'élection présidentielle de 1913. S'il veut atteindre l'Élysée, il doit, en 12 mois à peine, prouver qu'il est capable de tenir le pays, de rassurer les marchés, de contenir les socialistes et surtout de tenir tête à l'Allemagne. 12 mois. 365 jours pour transformer une réputation de technicien en stature d'homme d'État. À la présidence du Conseil, son emploi du temps devient surhumain. Réunions à l'aube, conseils interminables, dossiers de diplomatie le matin, finances l'après-midi, notes manuscrites tard dans la nuit. Ses collaborateurs racontent cette scène. La lumière restée allumée dans son bureau bien après minuit, les feuilles couvertes d'une écriture serrée, sans rature. On dirait qu'il veut, chaque jour, arracher quelques heures de plus au temps, comme si celui-ci le poursuivait. Sur le plan intérieur, il s'attaque à un chantier explosif, la loi allongeant le service militaire à 3 ans. La France est moins peuplée que l'Allemagne. Pour compenser cet écart, il faut des classes plus nombreuses, mieux entraînées,
Mais demander à des millions de jeunes hommes de donner 1 an de plus à l'armée, c'est se mettre à dos des familles entières, des paysans, des ouvriers, des patrons. Les socialistes hurlent au militarisme, accusent Poincaré de préparer la boucherie européenne. Dans les usines, des affiches le caricaturent en vampire buvant le sang des conscrits. Lui, impassible en apparence, répète cette phrase glaciale. Si nous ne nous préparons pas à la guerre, nous la perdrons avant même qu'elle ne commence. Chaque débat à la Chambre devient un combat de tranchées. Les opposants épuisent les heures, déposent des amendements à la chaîne, espèrent faire échouer la loi par la fatigue. Mais Poincaré utilise sa maîtrise des règlements, pousse les procédures, presse les votes. Une fois encore, il fait du temps un allié précis et cruel. La loi finit par passer. Il sait qu'il vient de se faire des ennemis puissants, mais il dort mieux, en se disant que, si la guerre vient, la France aura au moins quelques milliers d'hommes de plus sous les drapeaux. Pendant ce temps, son vieux rival Caillot ne désarme pas. Éjecté de la présidence du Conseil, il reste une force centrale de la gauche radicale. Il tient la presse, influence les groupes parlementaires, prépare sa revanche, et sur l'horizon politique, une date clignote en rouge, janvier 1913. L'élection du président de la République, l'Élysée. Pour la première fois, la confrontation devient frontale. Caillot va tout faire pour empêcher Poincaré d'atteindre la magistrature suprême. La campagne ne ressemble pas à une campagne moderne. Pas d'affiches dans la rue, pas de meeting public. Tout se joue dans l'ombre, dans les couloirs du Parlement, au Sénat, à la Chambre, dans des salons enfumés où l'on compte et recompte les voix. Chaque soir, Poincaré reçoit des sénateurs chez lui, détaille ses intentions, rassure les uns, promet aux autres des équilibres, des postes, des garanties. Il joue sa carrière sur des poignées de main et des confidences à voix basse. Caillot, lui, manœuvre en sens inverse. Il agite la peur d'un président trop nationaliste, trop proche de l'armée, trop dur avec l'Allemagne. Il instille l'idée que Poincaré mènera le pays à la guerre. Les deux hommes ne s'affrontent presque jamais face à face. Ils se croisent, s'observent, se saluent poliment. Mais chacun sait qu'un des deux doit tomber. Le jour du vote, au château de Versailles, les couloirs résonnent du pas des parlementaires. Plus de 800 députés et sénateurs enfilent ces galeries dorées, cartons d'invitation à la main, comme s'ils allaient à une représentation de théâtre, mais sur cette scène-là, l'enjeu, c'est le destin de la France. Dans la grande salle, les tours se succèdent. Premier tour, Poincaré arrive en tête, mais sans majorité absolue. Murmure. Caillot espère encore renverser la tendance en regroupant les oppositions. Deuxième tour, l'écart se maintient. La tension monte. Entre les tours, dans les couloirs, Poincaré se tient droit, les mains croisées, le visage fermé. Il ne laisse rien paraître. À l'intérieur, pourtant, son cœur bat comme lors de son baccalauréat. Tout ce qu'il a construit risque de s'effondrer en quelques minutes. Troisième tour, le dépouillement commence. Les bulletins tombent, un à un, dans les piles. Poincaré, Poincaré, un six, Poincaré. Chaque nom prononcé est comme un coup de marteau. Le silence se fait plus dense. Quand enfin le résultat tombe, un souffle traverse la salle. Raymond Poincaré est élu président de la République. Il vient de battre Caillot. Discrètement, sans éclat public, mais définitivement. Son grand rival de la paix à tout prix vient de perdre la partie. Poincaré, l'homme réputé rigide, austère, technicien, a réussi ce que beaucoup jugeaient impossible, se hisser à la tête de l'État dans une république parlementaire capricieuse. Le soir même, il traverse les salons de l'Élysée. Encore étranger à ses dorures, à ses tapis épais qui étouffent les pas. Au dehors, Paris bruisse, presque indifférent. La plupart des Français n'ont jamais entendu sa voix. Ils ignorent encore que cet homme discret, enfermé derrière les grilles du palais, va bientôt devoir décider de la vie et de la mort de leur fils. Il s'arrête un instant devant une fenêtre et regarde la nuit sur les toits. Combien de temps lui reste-t-il avant que la prochaine crise n'éclate? 2 ans? 3 au mieux? Il ne le sait pas. Mais, quelque part à Berlin, des généraux tracent déjà sur des cartes des flèches noires qui traversent la Belgique pour tomber sur Paris. Et, en Russie, un tsar inquiet observe l'ombre grandissante de l'Empire allemand. Dans quelques mois, Poincaré montera dans un train de nuit pour Saint-Pétersbourg, serrant dans sa mallette des notes secrètes, des projets d'engagement, des promesses murmurées. Il aura 72 heures pour verrouiller une alliance, consolider un fragile équilibre
ou laisser basculer le continent entier. Le jeune député timide des débuts n'est plus. À sa place se tient désormais un président de la République qui sait que, désormais, chaque minute compte. À Saint-Pétersbourg, au cœur de l'été 1914, un détail glace le sang. Raymond Poincaré ne dispose pas de mois, ni même de semaines. Il a 72 heures. 72 heures pour arracher à un tsar hésitant une alliance solide, pendant que, à des milliers de kilomètres de là, un attentat à Sarajevo vient d'allumer une mèche qui court déjà vers l'Europe entière. S'il échoue, la France entre peut-être seule dans la prochaine guerre. S'il réussit, elle y entrera, mais avec un allié colossal. Le train officiel a traversé des plaines sans fin, des forêts russes noyées de brume. À chaque gare, des soldats en grande capote figent le salut. Des foules brandissent des drapeaux tricolores, crient des « Hurrah !» que Poincaré écoute avec un détachement inquiet. On chante l'amitié franco-russe, on brandit des portraits de Nicolas II et de Poincaré côte à côte, comme si deux hommes suffisaient à retenir un continent au bord de l'abîme. Au palais d'hiver, les lustres de cristal se reflètent sur les parquets cirés. Poincaré avance dans un décor d'opéra, mais chaque pas qu'il fait résonne comme un compte à rebours. Il revoit mentalement la carte de l'Europe. Ici, la Russie, immense, mal équipée, mal commandée, mais capable d'engloutir des millions d'hommes dans la bataille. Là-bas, l'Allemagne, nerveuse, cuirassée d'acier, qui prépare depuis des années un plan d'invasion par la Belgique. Entre les deux, la France, mince bande de terre encore meurtrie par 1870. Face à lui, Nicolas II a le visage fatigué d'un homme qui ne comprend plus vraiment le monde qu'il dirige. Les conversations sont codées, feutrées, noyées dans les formules diplomatiques, mais Poincaré n'a pas le luxe du temps. Il bouscule presque le protocole, insiste sur la nécessité de fermeté, rappelle les engagements de l'Alliance. Dans la nuit, dans un salon aux rideaux lourds, il lâche cette phrase au ministre russe des Affaires étrangères. « Si l'Europe vous croit prêts à reculer, Berlin n'hésitera pas à vous écraser. Et si l'on écrase la Russie, demain ce sera nous. » Il sait que chaque mot peut être interprété comme une promesse de guerre. Il sait aussi que s'il ménage trop son interlocuteur, l'alliance s'évaporera au premier coup de canon. Il choisit la ligne de crête. Assez de détermination pour dissuader l'Allemagne, pas assez pour donner prétexte à dire que la France pousse au conflit. Pendant qu'il parle, une autre horloge tourne, plus terrible encore, celle de la crise austro-serbe. À Saint-Pétersbourg, les dépêches arrivent avec quelques heures de retard, mais leur contenu se durcit de jour en jour. Ultimatum, refus, mobilisation partielle. Poincaré lit, relit, annote les télégrammes. Certains soirs, à plus de minuit, on le surprend penché sur une carte, traçant du doigt la route possible des armées, comme s'il cherchait à déchiffrer le futur. Quand enfin son séjour s'achève, il croit avoir obtenu l'essentiel. La Russie ne laissera pas tomber la Serbie sans réagir, et elle promet de ne pas se mobiliser sans coordonner ses pas avec la France. C'est fragile, nuancé, mais c'est un engagement. Sur le quai, au moment où il embarque pour rentrer en France, un officier russe lui glisse à voix basse « Monsieur le Président, si la guerre vient, souvenez-vous que nous avons parlé ici, cette semaine. » Le voyage du retour sur le cuirassé de la France est une traversée dans la brume et dans l'incertitude. Le navire fend la Baltique, puis la mer du Nord. Les officiers restent près des postes TSF. À chaque crépitement du télégraphe, on apporte un nouveau message au président. À mesure qu'il lit, son visage se tend. L'Autriche a bombardé Belgrade, la Russie commence à mobiliser, l'Allemagne menace. Le pont du cuirassé devient une étrange scène. Un chef d'État, en par-dessus sombre, les yeux fixés sur l'horizon, tandis que derrière, lui, dans une petite cabine où l'air sent le métal chaud, des câbles transportent des phrases qui peuvent plonger des millions d'hommes dans la boue et le sang. Il ne peut rien décider seul, du milieu de la mer. Il ne peut qu'envoyer lui aussi quelques dépêches, recommander la prudence, la concertation, mais les minutes lui échappent. À terre, les états-majors tracent déjà des plans sans l'attendre. Le temps n'est plus une ressource, c'est un piège qui se referme. Quand le navire approche enfin des côtes françaises, une autre nouvelle tombe, brutale, comme un coup de feu dans la nuit. Jean Jaurès a été assassiné à Paris, abattu dans un café par un nationaliste exalté. Poincaré serre le papier si fort que ses jointures blanchissent.
le plus grand tribun pacifiste de France, vient de tomber. La veille même où l'on discute de la mobilisation générale, il débarque dans un pays en apnée. Dans les rues, des foules se massent devant les journaux. À la Chambre, les députés oscillent entre patriotisme exalté et effroi panique. Le 1er août 1914, à l'Élysée, sur son bureau, un texte attend sa signature. L'ordre de mobilisation générale. On lui explique, sans détour, l'Allemagne vient d'envoyer un ultimatum. Les trains de la mobilisation doivent partir. Chaque heure perdue est un avantage donné à l'ennemi. Il prend la plume. Ce geste qui tient en 2 secondes scelle le sort de millions de familles. Il le sait. Pourtant, il n'hésite pas. Il signe. Le soir même, les affiches « Mobilisation générale » sont placardées sur les murs des villages. Des pères embrassent des enfants qui ne se souviendront plus de leur visage. Des fiancés cachent leurs larmes derrière un sourire. Forcés, des trains bondés s'ébranlent dans la nuit. On murmure partout. C'est la guerre. Et dans ce murmure, un nom commence à circuler, souvent accompagné d'un reproche. Poincaré nous a conduits là. Dans les mois qui suivent, sa vie bascule dans une autre dimension. La République qu'il dirige n'est plus celle des joutes parlementaires et des discours de budget, c'est une nation qui saigne chaque jour un peu plus. Pourtant, ironie cruelle, la Constitution n'a pas changé. Le président de la République reste en principe un arbitre, un chef de État sans pouvoir direct sur les opérations militaires. On attend de lui qu'il symbolise, qu'il préside, qu'il incarne. Mais c'est tout. Poincaré refuse d'être une statue décorative, alors que la France se couvre de tranchées. En septembre 1914, quand le gouvernement se replie à Bordeaux devant l'avance allemande, beaucoup imaginent un pouvoir réfugié, à l'abri, loin des combats. Lui multiplie les visites au front. Il enfile un manteau trop léger pour le froid des lignes, s'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, serre la main de soldats dont certains n'ont jamais vu un ministre de leur vie. Des témoins racontent ces scènes surréalistes. Un président de la République penché sur une carte couverte de taches de boue au fond d'un gourbi, pendant que, au-dessus, l'artillerie gronde comme un tonnerre continu. Il traverse des villages détruits, des églises éventrées, des alignements de croix de bois fraîchement plantés. À Reims, il regarde, impuissant, les obus s'abattre sur la cathédrale. Les vitraux éclatent comme des gemmes sous un marteau. Les pierres millénaires s'effritent dans la fumée. La France, patrie des arts et des cathédrales, est traitée comme une simple position militaire. Pendant ce temps, à l'intérieur, une autre bataille se joue, celle du contrôle de la guerre. Le général Joffre veut la mener à sa façon, sans s'encombrer de la politique. Les présidents du Conseil se succèdent, trop fragiles, trop contestés. Poincaré, lui, tente de maintenir coûte que coûte l'union sacrée, ce pacte implicite par lequel les partis politiques ont suspendu leur querelle pour soutenir l'effort de guerre. Mais il sent, à chaque interpellation, à chaque article de presse, à chaque grève dans l'arrière, que cette union s'effrite. Et puis, dans l'ombre, un vieux rival rôde, Georges Clemenceau. Écarté du pouvoir, il tient une revanche par le papier. Ses articles dans L'Homme libre, puis L'Homme enchaîné, sont autant de boulets rouges tirés sur les ministères jugés timorés, sur les généraux qu'il estime incapables, sur tous ceux qui, selon lui, ne veulent pas faire la guerre. Il ne vise pas frontalement Poincaré, pas encore. Mais le sous-texte est clair. Il faudra un jour un chef qui ne tremble pas. Dans les salons, on murmure « Clemenceau aurait dû être là ». Poincaré entend ces phrases. Il sourit peu, mais il n'oublie rien. 1915, 1916. Les années s'alignent comme des tranchées, et chacune porte un nom gravé au fer rouge. Ypres, premières attaques au gaz. La Somme, où des milliers d'hommes disparaissent en quelques minutes dans des nuages de ferraille. Verdun, surtout. Quand, en février 1916, l'offensive allemande se déchaîne sur cette place forte, Poincaré comprend immédiatement le symbole. Verdun. Et c'est plus qu'un champ de bataille, c'est une tentative de briser le moral français. Il s'y rend sous la pluie, alors que les routes sont saturées de camions, de canons, d'ambulances. Dans les abris, il voit des visages qui ne ressemblent plus à ceux d'avant-guerre. Les yeux sont cernés, vieillis de 10 ans, on ne parle plus de belle guerre. On parle de tenir, simplement tenir. Un officier lui montre une colline. Là, Monsieur le Président, nous avons repris et reperdu cette position 4 fois en 3 jours. 4 fois en 3 jours?
Poincaré note la phrase dans son carnet. Le soir, il écrira dans son journal intime, ce journal qui deviendra son livre « Au service de la France ». La fatigue, la puanteur, la boue mélangée au sang, la conviction que ce que vit le pays dépasse tout ce qu'avaient imaginé les stratèges de 1870, mais il sait aussi qu'un autre ennemi s'insinue dans les cantonnements, le découragement. Les lettres interceptées, lues en secret par la censure, parlent de carnage inutile, de chefs incapables, de guerre sans fin. Dans les ateliers de l'arrière, des ouvrières noircies de poudre parlent de frères, de maris, de fils partis pour rien. Les socialistes, même ralliés à l'Union sacrée, commencent à douter. La pression du temps devient presque insupportable. Plus la guerre dure, plus la France s'épuise, et moins Poincaré est certain de tenir encore cette fragile union. 1917 est l'année de tous les dangers. Sur le front, l'offensive du général Nivelle, présentée comme un coup décisif, se transforme en boucherie. Des milliers de morts en quelques jours, pour quelques kilomètres gagnés. Puis les mutineries. Des régiments entiers refusent de remonter en ligne. Ils ne désertent pas. Ils ne fuient pas. Ils disent simplement « assez ». On chante l'Internationale dans certaines gares régimentaires. On affiche des slogans pacifistes sur les murs des casernes. Les rapports qui remontent à l'Élysée sont terrifiants. Poincaré comprend qu'il joue là, non seulement la guerre, mais la survie même de la République. Une armée qui ne croit plus à ses chefs, c'est une révolution en puissance. Comme si cela ne suffisait pas, une autre nouvelle tombe. En Russie, le tsar est renversé. Puis, quelques mois plus tard, les bolcheviks prennent le pouvoir, et la Russie signe une paix séparée avec l'Allemagne. L'immense allié de l'Est, pour laquelle Poincaré avait bataillé à Saint-Pétersbourg, se retire. Le sacrifice consenti pour consolider l'alliance se dissout dans le chaos révolutionnaire. À Berlin, on exulte. Des divisions entières vont pouvoir être transférées à l'Ouest. En France, certains accusent le gouvernement de n'avoir rien prévu. D'autres murmurent qu'il aurait fallu, justement, écouter des hommes comme Caillaux, partisan d'une paix de compromis. Joseph Caillaux, le rival d'avant-guerre, n'a pas disparu. Son prestige a été brisé par le geste insensé de son épouse, qui a abattu d'un revolver, en 1914, le directeur du Figaro, Gaston Calmette. Mais l'homme est toujours là, influent, charismatique, en contact avec des réseaux qui regardent vers l'Allemagne. En 1917, des documents saisis, des témoignages troublants laissent penser qu'il a mené, à l'étranger, des conversations ambiguës. Obstinément pacifiste, au moment même où les canons tonnent sur le front, pour Poincaré, ce n'est plus seulement la rivalité d'avant-guerre. C'est une question de loyauté. Il pousse, discrètement mais fermement, à l'ouverture d'une procédure. Caillaux est arrêté. Inculpé d'intelligence avec l'ennemi, le duel politique se transforme en duel judiciaire. Sur le banc des accusés, l'ancien président du Conseil, celui qui voulait négocier avec l'Allemagne lors de la crise d'Agadir, apparaît, désormais comme l'homme qui aurait pu brader la victoire. Poincaré ne se réjouit pas ouvertement, mais, dans une république en guerre, voir son grand adversaire comparaître pour trahison a une portée symbolique immense. Malgré tout, la France chancelle. Les ministères tombent, l'opinion se durcit, on réclame un chef qui fasse la guerre avec une énergie nouvelle. Et c'est là que le destin pose à Poincaré un dilemme cruel. Pour sauver le pays, il doit rappeler au pouvoir son plus redoutable rival intérieur. En novembre 1917, il charge Georges Clémenceau de former le gouvernement. La scène se déroule dans un salon de l'Élysée. Au rideau tiré, les deux hommes se font face. Clémenceau, vieux fauve au regard brûlant, sait qu'il revient en position de force. Poincaré, droit, presque raide, sait qu'il livre une partie de son influence à un homme qui ne lui fera aucun cadeau. Il lui dit cependant d'une voix claire « Monsieur Clémenceau, la France a besoin d'un gouvernement qui ne songe qu'à une seule chose, la victoire. » Le tigre répond sec « Je ne sais faire que cela. » Commence alors une cohabitation étrange, tendue, entre un président constitutionnel et un président du Conseil, qui se comporte comme un chef de guerre absolu. Clémenceau concentre les pouvoirs, surveille les généraux, fait arrêter les défaitistes, impose Foch comme généralissime des armées alliées. Dans les journaux, les caricatures le représentent sabre au clair, moustache hérissée, écrasant sous sa botte le casque à pointe allemand. On l'appelle bientôt le père la victoire.
Poincaré, lui, continue ses tournées au front, préside les conseils, reçoit les souverains alliés, mais sa silhouette s'efface derrière, celle de son fougueux président du Conseil. Dans son journal, il note avec une pointe d'amertume les brusqueries, les outrances, les empiètements de Clémenceau sur les prérogatives présidentielles, mais il se refuse à créer une crise institutionnelle en pleine bataille décisive. La France n'a pas le temps pour les querelles d'ego. En mars 1918, quand la grande offensive allemande se déchaîne sur le front occidental, la panique menace de nouveau, les troupes allemandes avancent, bousculent les lignes, menacent Paris, les cartes, à l'Élysée, se couvrent de flèches noires qui se rapprochent dangereusement de la capitale. Certains diplomates étrangers commencent à évoquer, du bout des lèvres, l'éventualité d'un transfert du gouvernement plus au sud. Poincaré refuse catégoriquement. Si nous partons, c'est l'effondrement moral. Paris doit tenir, et nous avec, 48 heures. C'est le délai que les états-majors se donnent pour enrayer l'offensive. 48 heures pendant lesquelles le sort de la France se joue, une fois encore, à quelques kilomètres près. Foch, nommé généralissime, coordonne enfin efficacement britanniques, français et bientôt américains. Les contre-offensives se déclenchent. Peu à peu, l'avance allemande se brise. À l'automne 1918, l'armée allemande recule sur toute la ligne. Le 11 novembre, dans un wagon à Retonde, l'armistice est signé. À Paris, les cloches sonnent à toute volée. Les foules envahissent les Champs-Élysées, embrassent des soldats couverts de boue, hurlent leur joie, chantent la Marseillaise jusqu'à s'en briser la voix. Sur les balcons, des drapeaux surgissent comme par magie. En bas, dans la rue, un nom est scandé plus fort que les autres. Clémenceau. Clémenceau. Poincaré contemple la scène depuis une fenêtre de l'Élysée. Il sait qu'il a participé, autant que tout autre, à maintenir le pays debout pendant ces 4 années hallucinées. Ses visites au front, ses efforts pour garder l'union sacrée, sa rigueur diplomatique ont compté, mais dans la mémoire immédiate des foules, un seul visage incarne la victoire, celui du tigre. Le président de la République fête la paix dans une forme d'ombre. L'histoire, pourtant, ne s'arrête pas au cessez-le-feu. Une autre bataille commence, plus silencieuse, mais tout aussi décisive, celle de la paix. En 1919, au château de Versailles, les délégations des vainqueurs et des vaincus se réunissent sous les plafonds peints de la Galerie des Glaces. Poincaré ouvre la conférence par un discours solennel. Il parle de justice, de réparation, de sécurité pour les générations futures. Mais derrière les mots nobles, une équation terrifiante se dessine. Comment punir l'Allemagne sans la pousser au désespoir et à la revanche ? Clémenceau, toujours président du Conseil, veut des garanties dures, occupation de la rive gauche du Rhin, réparation massive, limitation stricte de l'armée allemande. Poincaré, plus discret, partage cette volonté de sécurité absolue. Il a trop en mémoire les trains de blessés de 1914, les collines dévastées de Verdun, les villages rayés de la carte. Pour lui, le mot « plus jamais ça » n'est pas un slogan, c'est une obsession. Mais il voit aussi, dans les discussions avec le président américain Woodrow Wilson et le premier ministre britannique David Lloyd George, se dessiner un compromis fragile, parfois naïf. Les principes du droit des peuples se frottent à la dure réalité des frontières, des mines de charbon, des ports stratégiques. Quand le traité de Versailles est finalement signé, le 28 juin 1919, dans la même galerie où, en 1871, l'Empire allemand avait été proclamé, Poincaré observe la délégation allemande signée, la main tremblante. Il se dit qu'un cercle se referme. La France, humiliée de son enfance, prend sa revanche dans ce décor de gloire. Mais une inquiétude sourde le ronge. Ces clauses seront-elles vraiment appliquées ? Les Alliés tiendront-ils leurs promesses de garantie en cas de nouvelles menaces allemandes ? Une phrase lui revient, obsédante, entendue autrefois chez un diplomate. Une paix mal faite peut être plus dangereuse qu'une défaite. À l'intérieur du pays, la guerre a laissé des plaies béantes. 1 400 000 morts, des centaines de milliers de mutilés, les gueules cassées, au visage reconstruit de briques et de brocs qu'on croise parfois dans les rues comme des rappels vivants du prix payé. Des régions entières du nord et de l'est sont à reconstruire, village par village. Les finances de l'État sont exsangues. On compte sur les réparations allemandes pour se relever, mais les versements se heurtent vite à des contestations, des retards, des manœuvres.
Poincaré, à l'Élysée, multiplie les arbitrages, tente de maintenir un cap de sérieux budgétaire dans un pays épuisé qui rêve de relâchement. On discute de la journée de 8 heures, des pensions d'anciens combattants, de la réintégration de l'Alsace-Lorraine dans le giron national. À Strasbourg, à Metz, il se rend, accueilli par des foules en liesse, des drapeaux français agités comme si l'on venait de ramener un membre amputé du corps de la nation. Pour lui, c'est l'accomplissement d'un rêve né dans les salles de classe de son enfance. Voir revenir à la France ses terres arrachées en 1871. Et pourtant, une fois l'ivresse de la libération passée, une autre réalité s'impose. L'homme qui a présidé aux heures les plus sombres de la guerre, qui a maintenu coûte que coûte le fil de la légalité républicaine au milieu des bombardements, n'est pas celui que l'opinion célèbre le plus fort. Clémenceau a été battu à l'élection présidentielle de 1920. Poincaré, lui, arrive au bout de son mandat. La Constitution ne lui permet pas d'être immédiatement réélu. Il se prépare donc à quitter l'Élysée, à refermer derrière lui les lourdes portes qu'il a franchies 6 ans plus tôt, dans un monde encore en paix. Le jour où il quitte le palais, les couloirs résonnent de la même manière qu'à son arrivée. Mais lui n'est plus le même homme. Il a vu de près l'effondrement possible de la France, les révoltes sourdes, les trahisons, les rivalités qu'il a dû dompter ou utiliser. Il sait aussi que son image restera ambiguë. Pour certains, le patriote lucide qui a tout fait pour sauver le pays. Pour d'autres, le belliciste qui aurait trop poussé au conflit en 1914. L'homme austère, éclipsé par le panache du tigre, il descend les marches, traverse la cour d'honneur. Derrière lui, les portes se referment avec un bruit sourd. On pourrait croire que son rôle s'achève là, que le temps va enfin lui accorder un peu de répit. Mais, à l'horizon, une autre crise financière, une autre bataille pour l'équilibre de la France se prépare déjà. Et bientôt, ceux-là même qu'il avait un peu oubliés viendront le chercher, une nouvelle fois, pour remettre de l'ordre. Il croit enfin pouvoir respirer. Et c'est précisément à ce moment-là que le pays commence à étouffer. Raymond Poincaré descend les marches de l'Élysée en 1920, comme on sort d'un abri après un bombardement. Les oreilles encore pleines du fracas, les yeux agressés par une lumière trop vive, on lui serre la main, on le félicite poliment, on lui parle de repos bien mérité. Repos. Il a 59 ans, le visage marqué, les épaules légèrement voûtées par 6 années de guerre et de deuil national. Dans son esprit, une résolution s'impose. Il va écrire, enseigner par ses livres ce qu'il a appris au milieu du chaos, laisser la politique active aux autres. À Neuilly, dans son cabinet tapissé de livres, il s'assied devant un bureau enfin silencieux, pas de téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, pas d'aide de camp qui surgit avec un télégramme alarmant, seulement une plume, des feuilles blanches et des souvenirs trop lourds. Il commence à rédiger ses mémoires, au service de la France. Chaque phrase est une tentative de dompter la tempête passée, de mettre de l'ordre dans 4 années où la mort a dicté l'agenda. Mais dehors, quelque chose grince. Les prix montent, la monnaie glisse imperceptiblement comme une pierre sur une pente. Dans les cafés, on parle moins de la victoire que des billets de banque qui perdent leur valeur. Les paysans qui ont acheté des emprunts de guerre découvrent que ce qu'on leur a promis ne vaut plus la même chose. Les mines du Nord sont à reconstruire, les pensions à payer, les dettes à honorer. La paix, en France, ressemble de plus en plus à une autre forme de siège. Poincaré est redevenu sénateur de la Meuse. À la Haute Assemblée, on le regarde comme une conscience, un garant de sérieux. Il intervient peu, mais quand il se lève, le silence se fait. Ses phrases, brèves, précises, tombent comme des arrêts de cour. Il met en garde contre la facilité. On ne reconstruit pas un pays sur le crédit et l'illusion, encore moins sur une monnaie qui se dérobe sous les doigts. En face, un autre camp s'organise. Les partisans d'une ligne plus souple envers l'Allemagne, d'une reprise rapide des échanges, d'une économie plus ouverte. À leur tête, un nom familier qui ressurgit comme une ombre obstinée, Joseph Caillaux. L'homme qui, avant-guerre, voulait négocier à tout prix. L'homme que Poincaré a vu comparaître pour intelligence avec l'ennemi. Acquitté de la trahison la plus grave, mais marqué à jamais, il revient pourtant pas à pas dans le jeu politique. Pour certains, il est le symbole d'un réalisme moderne. Pour d'autres, celui d'un renoncement permanent. Pour Poincaré, il reste le rival intime, l'adversaire idéologique, le miroir inversé.
En janvier 1922, une nouvelle secoue Paris. Aristide Briand tombe. Jugé trop conciliant avec l'Allemagne sur la question des réparations, il est emporté par une majorité impatiente. Exaspéré de promesses non tenues, le président de la République, Alexandre Millerand, n'a pas beaucoup de cartes. Il n'en reste qu'une vraiment solide, Raymond Poincaré. Lorsqu'il reçoit l'appel de l'Élysée, Poincaré hésite. Il sait ce que cela signifie, revenir en première ligne, porter une nouvelle fois sur ses épaules le poids des décisions. Mais la France chancelle. Le franc se déprécie, les Alliés tergiversent, l'Allemagne multiplie les manœuvres dilatoires. Il accepte, le voilà de nouveau président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Une autre guerre commence pour lui, la guerre des chiffres, des dettes, des traités. Son objectif est clair, faire appliquer le traité de Versailles, obtenir des réparations réelles, tangibles, pour reconstruire le pays. Face à lui, à Londres comme à Washington, on le trouve rigide, obstiné, il voit plus loin. Si l'Allemagne ne paie pas, la France ne se relèvera pas, et l'humiliation de 1870 n'aura été effacée que pour mieux préparer une revanche future. Mais à Berlin, on joue la montre, on laisse filer les échéances, on proteste de bonne volonté tout en cachant les capitaux. On mise sur la lassitude des vainqueurs. Les Britanniques parlent de révision possible, de fardeau trop lourd. Poincaré, lui, compte les usines détruites, les ponts à reconstruire, les cimetières alignés au cordeau dans le nord. Il ne veut pas d'une paix de papier. Alors il décide de frapper un grand coup. Au cœur de l'hiver 1923, la décision tombe. La France occupera la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. Charbon, acier, usines, là où bat le poumon économique du Reich. Une armée s'avance, méthodique, des trains français débarquent des soldats casqués, au milieu des cheminées d'usines, des voies ferrées, des wagonnets de charbon. Les images font le tour du monde. Des officiers français dans les bureaux des directeurs allemands, des affiches en français sur les murs des gares de la Ruhr. Pour Poincaré, c'est un pari terrible. Il mise sur un fait brut. Sans charbon, sans acier, sans train, l'Allemagne devra céder, payer. Dans les premiers mois, l'opinion française le suit. On applaudit le président du Conseil qui tient tête au Boche, qui ne cède pas à l'usure diplomatique, mais très vite, le décor se trouble. En face, le gouvernement allemand organise la résistance passive. Grève, sabotage, refus d'obéir. Les mineurs cessent de travailler, les rails explosent. Des fonctionnaires allemands se laissent arrêter plutôt que de collaborer. Les journaux étrangers commencent à parler d'occupation brutale. La propagande allemande exploite chaque incident, chaque heure entre soldats français et civils. Et surtout, une autre bombe explose, l'hyperinflation. Pour financer cette résistance, Berlin laisse tourner la planche à billets, les prix s'envolent jusqu'au vertige. On voit des ménagères allemandes pousser des brouettes de billets pour acheter un pain. Des salaires payés le matin ne valent plus rien le soir. Les images de cette folie monétaire finissent par se retourner contre la France. L'Europe accuse Poincaré d'avoir poussé l'Allemagne à l'abîme. En 1924, les élections législatives se préparent dans une atmosphère lourde. La droite nationaliste qui avait soutenu la fermeté se délite. Les anciens combattants eux-mêmes commencent à douter. Le cartel des gauches, coalition de radicaux et de socialistes, fait campagne sur un thème simple. Assez de brutalité, assez d'isolement diplomatique, assez de politique d'obstination. Poincaré, usé, prend une nouvelle fois le risque d'affronter les urnes. Le verdict est sans appel. Le cartel l'emporte. Le soir des résultats, au ministère de la rue de Varennes, Poincaré regarde les chiffres s'afficher. Circonscription après circonscription. La défaite n'est pas seulement politique, c'est une mise en accusation de sa ligne tout entière. Il remet sa démission. La France se tourne vers un autre discours, celui d'Édouard Herriot, puis d'Aristide Briand, plus enclin au compromis. Aux arrangements financiers internationaux, Poincaré se retire. Définitivement, croit-il. Il retourne à ses livres, à ses notes, à ses mémoires. Il décrit, avec une précision d'horloger, les années de guerre, les conseils, les hésitations, les rivalités. Son écriture est sèche, analytique, parfois acerbe. On y sent poindre une amertume calme, celle de l'homme qui a tenu la barre pendant la tempête et que l'on accuse aujourd'hui d'avoir mal choisi la route. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir, un autre homme remonte les marches qu'on croyait à jamais condamné pour lui. Joseph Caillaux.
En 1925, il devient ministre des Finances. L'ancien accusé de trahison, l'ennemi intime de Poincaré, tient désormais la bourse du pays. Il prône une politique de négociation avec l'Allemagne, de réaménagement des dettes, de réformes fiscales audacieuses. Dans certains milieux, on célèbre le grand financier, revenu sauver la situation. Dans d'autres, on grince des dents. On se souvient trop bien des années d'avant-guerre, des intrigues, des ambiguïtés. Le franc, lui, poursuit sa chute. Jour après jour, sa valeur recule sur les marchés. Les épargnants voient leurs économies fondre, les rentiers, ces anciens combattants démobilisés, ces veuves de guerre qui comptaient sur leur petite rente, descendent dans la rue, brandissant leurs livrets de caisse d'épargne comme des titres de propriété qu'on serait en train de leur voler. On parle de plus en plus ouvertement de banqueroute. À la Chambre, les gouvernements se succèdent à un rythme effrayant. Herriot tombe, Painlevé vacille, Briand s'use. Les débats deviennent des scènes de théâtre où l'on s'accuse mutuellement de mener le pays au désastre. Et, derrière chaque discours, un nom revient comme un refrain. Poincaré. Qu'on le veuille ou non, dit un député du centre droit, il est le seul à pouvoir refaire confiance au franc. L'été 1926 bascule dans une atmosphère d'urgence presque physique. Les cambistes suivent le franc heure par heure, presque minute par minute. À Londres, à New York, on commence à parier sur l'effondrement définitif de la monnaie française. Les créanciers étrangers murmurent qu'ils n'accepteront plus d'être remboursés en monnaie de singe. Dans les couloirs de la Banque de France, des chiffres terrifiants circulent. Les réserves d'or s'épuisent, les capitaux fuient. Un matin de juillet, au bord de la panique, une délégation de parlementaires se rend chez Poincaré. L'homme qu'on a renvoyé 2 ans plus tôt est désormais la dernière digue. On lui parle sans phare. « Monsieur Poincaré, si nous n'agissons pas maintenant, dans 8 jours le franc peut s'effondrer. Dans 8 jours, le pays peut sombrer dans l'émeute. 8 jours. » Le même compte à rebours que sur le cuirassé La France, en 1914, mais sous une autre forme. Cette fois, les canons sont des colonnes de chiffres, les divisions ennemies des mouvements spéculatifs, mais la logique est la même. Si on laisse faire, tout craque. Poincaré regarde ces hommes qui, hier encore, le traitaient de bellicistes ou de passéistes. Il pourrait se venger, refuser, les laisser se débrouiller avec le chaos qu'ils ont contribué à créer. Mais il voit, derrière eux, la foule des anonymes, les milliers de carnets d'épargne, les pensions de guerre, les villages reconstruits qui peuvent tout reperdre. Il accepte. À 65 ans, il remonte une 3e fois sur le cheval fou de la vie gouvernementale. Le gouvernement qu'il forme est un attelage improbable. Droite, centre, une partie des radicaux, une union nationale purement défensive, taillée pour une seule bataille, sauver le franc. Dans cette nouvelle guerre, son ennemi porte un visage double, les marchés, qui n'attendent qu'un signe de faiblesse, et Joseph Caillaux, qui, à la tribune, ferraille contre toute politique de rigueur trop brutale, car Caillaux n'a pas disparu. Il observe, conteste, propose une autre voie, plus de négociations internationales, moins d'austérité, moins de sacrifices pour les couches modestes. Dans les couloirs du Parlement, leurs noms se heurtent comme des bannières opposées. Les poincaristes et les caillocistes. 2 conceptions de la France, 2 visions du risque. Poincaré sait qu'il n'a que quelques semaines pour prouver qu'il peut renverser la tendance. Il demande au Parlement les pleins pouvoirs financiers. Les mots claquent, inquiétants, dans une république attachée à son contrôle des exécutifs. Mais le pays est trop près du gouffre pour tergiverser. Les députés, la main parfois tremblante, votent. Commence alors une offensive réglée comme une manœuvre militaire, hausse d'impôts ciblés, économie sévère sur les dépenses de l'État, rationalisation des services publics, pas de panique mais pas de mensonge, répète-t-il à ses ministres. Il refuse la facilité des dévaluations sauvages, mais accepte une vérité. Le franc d'avant-guerre ne reviendra pas. Il faut lui donner un nouveau socle, plus bas certes, mais solide. Dans l'hémicycle, les débats deviennent des duels. Un jour, Caillaux, vindicatif, lance « Monsieur Poincaré, vous voulez sauver le franc par le sang et les larmes des petits contribuables ?» Réponse glaciale du président du Conseil. « Je préfère demander des efforts pour sauver leur monnaie plutôt que les laisser errer. Demain, avec des billets sans valeur, Monsieur Caillaux. » Les témoins racontent que, ce jour-là, on aurait entendu une mouche voler après cette réplique. Peu à peu, les signaux changent.
Les courbes s'aplatissent, puis remontent. Le franc se stabilise, puis se raffermit. Les capitaux cessent de fuir. Certains même reviennent. Dans les bureaux enfumés des banquiers de la City, on parle de miracle Poincaré. En France, le mot qu'on emploie le plus souvent est plus simple, soulagement. Mais ce miracle a un prix. Les années 1927-1928 sont des années de discipline stricte, pas de grandes réformes sociales, pas de dépenses fastueuses, juste la volonté implacable de tenir. En 1928, une loi monétaire grave dans le marbre la nouvelle valeur du franc, désormais ancrée sur l'or. Lorsqu'il signe ce texte, Poincaré ressent un étrange mélange, la satisfaction d'avoir sauvé l'essentiel et la conscience d'avoir accepté une France plus modeste, moins flamboyante que celle des rêves d'avant-guerre. Ses adversaires ne désarment pas, on l'accuse d'avoir sacrifié l'avenir à la stabilité, d'avoir choisi les rentiers contre les ouvriers, l'ordre contre l'audace. Lui répond inlassablement « Sans ordre, pas d'avenir, sans monnaie, pas de justice possible ». Pourtant, un ennemi que ni les traités ni les majorités parlementaires ne peuvent maîtriser commence à le ronger. La fatigue. Les nuits blanches s'accumulent, les douleurs aussi. Des crises de sciatique violentes l'empêchent parfois de se lever de son fauteuil. Un jour, au Conseil, il doit s'interrompre blême, les traits tirés. Ses ministres voient, pour la première fois, le corps de l'homme céder, là où sa volonté ne cède pas. En 1929, au moment même où le monde, sans le savoir, se dirige vers une crise financière mondiale d'une ampleur inédite, Poincaré prend une décision qui lui coûte plus que toutes les autres. Il démissionne, non pas pour une chute parlementaire, non pas à cause d'un scandale, mais parce que son corps lui ordonne d'arrêter. Il refuse d'être un chef diminué, un président du Conseil cloué sur une chaise par la douleur. Une nouvelle fois, il quitte la scène, cette fois convaincu que c'est pour toujours. Les dernières années de sa vie sont partagées entre son siège au Sénat, son fauteuil à l'Académie française, symbole de cette reconnaissance intellectuelle qu'il a toujours recherchée, et ses travaux d'écriture. Ses mémoires s'allongent, volume après volume. Il y défend ses choix, démonte patiemment les accusations, règle quelques comptes aussi, sans brutalité mais sans indulgence. Clémenceau est mort en 1929. Caillaux, lui, survivra jusqu'en 1944, assez longtemps pour voir le pays plié sous un autre désastre. Poincaré, quant à lui, sent bien que le verdict final n'appartiendra ni aux tribunes, ni aux journaux, mais au temps. Dans les années 1930, il regarde avec inquiétude un nouvel orage s'amonceler. Au loin, en Allemagne, un agitateur nommé Adolf Hitler transforme ses discours rageurs en pouvoir réel. Les images de défilés en uniforme noir, de torches et de drapeaux frappés d'une croix gammée le hantent. Il a trop vécu de crise pour ne pas reconnaître, derrière ce théâtre, la possibilité d'un nouveau cataclysme. Dans des articles, dans des interventions au Sénat, il met en garde, encore, toujours. La paix n'est pas un état, c'est un équilibre, précaire, à défendre chaque jour, mais sa voix porte moins qu'avant. Une nouvelle génération avance, marquée par la crise économique de 1929, par le chômage, par la montée des extrêmes. Pour beaucoup de jeunes, le nom de Poincaré évoque un passé de vieilles moustaches et de traités jaunis. On veut d'autres figures, d'autres mots, d'autres colères. Le 15 octobre 1934, à Paris, Raymond Poincaré s'éteint. Pas de drame spectaculaire, pas d'assassinat, pas de coup de sang. Juste un organisme usé qui lâche, après 74 ans de combats, de dossiers, de nuits blanches, la nouvelle se répand dans un pays déjà secoué par les crises politiques, les scandales, les émeutes. On lui rend des hommages officiels, on rappelle le président de la guerre, le sauveur du franc, le juriste pointilleux, l'homme de devoir. Mais dans les conversations, son image reste fuyante, comme prise entre deux négatifs. Pour certains, il restera l'obsédé de la revanche, l'homme de la fermeté à tout prix, celui qui n'a jamais vraiment cru à la détente. Pour d'autres, il est au contraire le gardien, celui qui 2 fois a empêché la Maison France de s'effondrer, en 1914, en maintenant, coûte que coûte la cohésion d'un pays en feu. En 1926, en arrimant de force une monnaie à l'abri des tempêtes. Entre ces deux portraits, une vérité plus nuancée se dessine, celle d'un homme qui a toujours choisi la sécurité plutôt que le risque, la rigueur plutôt que le rêve, quitte à en payer le prix politique.
Au fond, la grande rivalité de sa vie, avec Caillot, avec Clémenceau, avec tous ceux qui incarnaient l'audace ou la flamboyance, n'a pas été tranchée par les élections ni par les procès. Elle s'est déplacée ailleurs, dans la manière dont les générations suivantes liraient ses mots, ses décisions, ses silences. Ces carnets, ces notes, ces « au service de la France » sont devenus, pour les historiens, des mines de détails, des couloirs où l'on entend encore résonner les voix, les colères, les peurs d'une époque, et c'est peut-être là, finalement, la dernière ironie de son destin, l'homme que l'on accusait d'être trop froid, trop calculateur, trop obsédé par les chiffres, aura donné à la France l'un des récits les plus brûlants de son propre vertige. Dans ses pages, comme dans sa vie, le temps est toujours compté, les concurrents toujours là, la chute jamais tout à fait écartée. Mais, jusqu'au bout, il aura tenu la ligne, raide, parfois solitaire, entre le précipice du désordre et la tentation du renoncement.